Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Anne Hidalgo qui a 1226 parrainages, soit 245% justement des parrainages nécessaires, donc les 500 parrainages. On va en parler dans un instant et tout de suite même la guerre des parrainages de Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin aux éditions La Nouvelle Librairie. Bonjour. Bonjour. Alors, les parrainages et j'ai beaucoup aimé le sous-titre de votre livre, Frédéric Rouvillois, de ce livre que vous avez écrit avec Christophe Boutin. Comment les peuples se donnent des maîtres. Et c'est vrai qu'on peut se demander si on n'a pas fabriqué les verges pour se faire fouetter. En tout cas, sinon nous, du moins un certain nombre de notables, de conseils constitutionnels et autres, parce que, voilà, comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, les Français, tout le monde sait, le 4 mars, c'est la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Vous avez franchement intérêt à vous inscrire, hein, si vous voulez que ça continue comme ça, et ben ne vous inscrivez pas. Ah, ça, c'est le choix de chacun. Mais surtout aussi, c'est la clôture pour les parrainages. C'est-à-dire que tout candidat qui n'aura pas les 500 parrainages d'élus, de maires, de sénateurs, de parlementaires, etc., ne pourra pas concourir à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril. Surtout du 10 avril. Alors, Frédéric Rouvillois, c'est quand même très intéressant parce que quand on lit votre livre, on sort de la lecture, on se dit, mais attendez, on n'est plus dans le suffrage universel. On n'est plus dans une démocratie représentative où le peuple, dans son intégralité, donne ou ne donne pas pouvoir à tel ou tel pour le représenter. Hein. C'est la Constitution depuis toujours. Et alors, expliquez-nous, cette histoire de parrainage, comment elle est née? Vous en parlez depuis De Gaulle, hein, puisque la Ve République. Oui. Et surtout, comment elle a été dévoyée? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un glissement, c'est vraiment à un moment donné, en 76, je vais vous dire pourquoi, oui. Un choix subi, où on passe de ce que De Gaulle appelle le suffrage universel à ce qu'il appelle le suffrage restreint. Il y a une phrase qu'on cite effectivement en exergue dans notre livre qui est tout à fait intéressante. C'est De Gaulle qui est en 62 et qui dit « On ne peut pas à la fois faire élire le président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire avec en fait très peu de parrains, anonyme, et au suffrage restreint, c'est-à-dire avec beaucoup de parrains non anonymes. Et De Gaulle conclut sa phrase, il faut choisir, j'ai choisi. Et voilà. Et il a choisi le suffrage universel. Il a choisi le suffrage universel, puisque en 62, lorsqu'on a établi donc l'élection au suffrage universel du président de la République, De Gaulle fait le forcing, enfin, pour que, contrairement aux avis de certains, il y ait un nombre très restreint de parrains, 100 parrains seulement. De Gaulle même était partisan de 50. Il trouve que ça suffit. Parce que à quoi servent les parrains? Ils servent à empêcher qu'il y ait une espèce de fou dangereux, de fantaisiste, ou de fantaisiste ou de rigolo, qui soit effectivement candidat et qui pourrait ridiculiser donc au fond l'élection présidentielle et donc la fonction du président. C'est normal. Très bien. Oui. Voilà. Mais il pense que 50 voire 100 ça suffit largement. Mais alors c'était quoi à l'époque cette fonction du parrain? Mettons les 100 parrains. C'était quoi aux yeux de Gaulle, aux yeux des constituants, la fonction du parrain? Exactement. C'est ça. Justement, c'est ça. C'est l'idée que il faut surtout pas bloquer le peuple, faut pas bloquer le suffrage universel. Il faut juste avoir une espèce de filtre assez grossier finalement pour éviter l'énergumène, comme dit De Gaulle, c'est-à-dire le type qui ridiculiserait finalement à l'élection et donc la fonction présidentielle. Donc voilà. Et De Gaulle dit, c'est pas la peine d'avoir des milliards de parrains pour ça. 50 suffirait bien. Bon, allons jusqu'à 100. Il veut faire plaisir à Pompidou. Il précise naturellement que ces 100 parrains seront anonymes. C'est ça. L'anonymat est établi dès le départ. L'anonymat est établi dès le départ, avec une idée qui est très importante et que les auditeurs doivent avoir en tête lorsqu'on parle de cette histoire de l'anonymat. Oui. Au fond, l'anonymat de la présentation, c'est exactement comme le secret du vote. C'est ça. Voilà. Nous, on a le secret du vote. Mais ceci dit, il y a des systèmes dans lesquels, sous la Révolution française par exemple, Robespierre était contre le secret du vote. D'accord. Non, mais restons dans la Ve République. Mais aujourd'hui, effectivement, pour nous, le secret du vote, c'est une évidence. Pour De Gaulle, le secret de la présentation, c'est aussi une évidence. Alors, comment cette évidence change? Qui l'a fait changer? Elle va changer parce que face à De Gaulle, il y a tout un courant, la classe politique, les politicards, comme ils appellent De Gaulle. L'État profond, comme on l'a dit aujourd'hui. Vraiment l'État profond, qui, au contraire, ne fait pas confiance au peuple, contrairement à De Gaulle. De Gaulle dit, voilà, en démocratie, c'est le peuple qui fait le tri. Mais il y a autour de lui certaines personnes qui disent que, non, il vaut mieux que ce soit finalement les
capables, les sachants, les spécialistes, etc., qui fassent le tri. Le camp du bien. Oui, le camp du bien. Et le camp du bien, ça implique évidemment un nombre de parrains beaucoup plus important. Et par exemple, face à De Gaulle en 62, lorsqu'on va décider de la première solution, donc sans parrain anonyme, certains, notamment Pompidou et Giscard, vont jusqu'à prôner 1000, 2000, 5000 parrains pour Pompidou, et même 7 ou 8000 pour Giscard. Donc on est dans des perspectives en fait qui sont, c'est pas juste une petite différence quoi. C'est des logiques. Ça devient qualitatif. C'est des logiques radicalement différentes. Une logique finalement démocratique du suffrage universel qui est assumée un peu paradoxalement par De Gaulle, et d'autre part une logique qu'on peut quand même qualifier de censitaire. Voilà, ou d'oligarchique, qui est assumé à l'époque, donc par Giscard et par tout un courant finalement, on va dire libéral autour de lui, qui ne fait pas confiance au peuple. Et finalement, alors comment se fait la rupture? La rupture, elle se fait lorsque Giscard est élu président de la République en 74, et en 76, eh bien il pousse à la roue pour que soit adoptée une nouvelle loi organique, le 18 juin 76. Carrément le 18 juin, comme par hasard. Comme par hasard, vous avez tout à fait raison de souligner ça. C'est une espèce de pied de nez ou de et alors, au général de Gaulle. Et dans cette loi organique, il y a donc la nouvelle règle qui est au fond celle sur laquelle on vit encore, 500 parrains, donc 5 fois plus. Pourquoi 500 ? Parce que c'est doigt mouillé, ça. C'est totalement doigt mouillé. On en parle un petit peu dans notre bouquin pour montrer à quel point, au fond, c'est le hasard qui est tombé sur ce chef de 500. Ce qui fait que, entre parenthèses, si dans quelques jours, des très gros candidats sont bloqués à 480 ou à 490, c'est le simple hasard qui fait que le chiffre de 500 n'aura pas été atteint. Et donc 500 parrains d'une part, et d'autre part, et je dirais presque surtout, des parrainages qui sont désormais publics, ce qui fait que tout le monde doit savoir qui sont les 500 personnes qui ont parrainé tel ou tel candidat. Alors attendez, la levée de l'anonymat se fait en 76. La levée de l'anonymat se fait en 76 pour les 500 premiers, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont plus que 500, mettons pour celui qui aura 5000 parrains, ou 2000, pourquoi pas, ou 2000 par exemple, on va faire un tirage au sort et les 500 tirés au sort seront publiés. Les autres resteront anonymes. Mais il y aura toujours 500 publiés. En toute hypothèse, il y a toujours 500 publiés. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc de ce point de vue-là, si vous voulez, la loi de 2016, donc à l'initiative de François Hollande, qui décide de publier finalement la totalité des parrainages, c'est ça. Ne change pas grand-chose en réalité. En fait, oui, ce n'est pas la loi de François Hollande. C'est-à-dire à partir du moment où vous acceptez que, et effectivement, c'est une rupture avec le vote, puisque le vote est dans l'isoloir, le vote est anonyme, c'est ça. Donc 76, on dit attendez, vous allez être désigné. Je veux dire, les 500 en tout cas vont être désignés. C'est ça. Et d'ailleurs en 76, il y a certains dans les débats parlementaires, il y a pas mal de gens qui disent on publie tout le monde, c'est plus simple. Mais pour des raisons pratiques, finalement, on va publier que les 500 nécessaires. Ça, et grosso modo, si vous voulez, en 2016, Hollande ne fait finalement que prolonger et accomplir cette logique. Alors Frédéric Rouvillois, il n'y a pas de changement significatif. Tout le monde a voté ça à l'époque, en 76, je veux dire, droite et gauche confondues, ça a été adopté, c'était un décret ou c'était une loi? Ah non, c'est une loi. C'est une loi organique. Alors, est-ce que ça a été adopté, pas les détails, mais ça a été adopté droite et gauche confondues, il y a eu beaucoup d'opposition Écoutez, si vous voulez, non, il n'y a pas beaucoup d'opposition. C'est très massivement adopté. D'abord parce que à l'origine de ça, il y a notamment une proposition de loi sénatoriale qui émane à la fois des radicaux, des MRP, donc des démocrates chrétiens, et des socialistes. Donc si vous voulez, c'était œcuménique. Le camp du bien, comme on dirait, est complètement rassemblé derrière ça, et d'autant plus que Giscard, lui, y est favorable, et que à cette époque, Chirac est encore Premier ministre, mais il obéit. Intéressant, c'est la même année où a été instauré le regroupement familial. Comme par hasard. Ça n'a rien à voir, mais enfin c'est intéressant. Non, mais aussi, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. Juste un mot, c'est déjà figuré qu'il fallait choisir sur 30 départements.
ou c'est Oui, après absolument, ça? tout à fait. Donc Ah oui. Il fallait répartir sur 30 départements. C'est ça, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, il y a initialement les 100 parrains en 62, c'est sur 10 départements aussi. Donc en fait, voilà, c'est l'idée qu'on veut pas, ce qui est assez logique là pour le coup, si vous voulez, d'un candidat purement local, purement départemental. D'accord, oui, bien sûr. Qu'il ne soit pas que de telle région. Voilà, et puis exactement. Fini, d'accord. Mais ceci dit, voilà, en fait, comme c'est souvent en droit, si vous voulez, on fait une règle sans réfléchir à ses conséquences. À ses conséquences, et sans réfléchir au fait que, d'abord, le filtre n'est peut-être pas suffisant pour empêcher certains micro-candidats d'être quand même d'arriver à passer nous l'avions bien vu, notamment avec Nathalie Arthaud il y a quelques semaines. Et Philippe Poutou, c'est absolument tout ça. Enfin voilà, c'est. On va en reparler tout de suite, mais c'est bien le professeur de droit public à l'université Paris-Descartes qui nous parle, Frédéric Rouvillois. Absolument. Et Christophe Boutin est docteur en sciences politiques, donc vous savez ce dont vous parlez. Oui. Voilà. À tout de suite, on se retrouve avec une petite pause. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À lire absolument avant le 10 avril prochain, premier tour, les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres. Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois aux éditions de la Nouvelle Librairie. Faut le dire parce qu'il y a vraiment un problème là. Dans quel univers vivons-nous ? Soi-disant suffrage universel, en fait suffrage restreint. Dans quel univers vivons-nous? Liberté, mais en fait, on sait très bien que les parrains vont être l'objet, quand on sait pour qui ils parrainent, de nombreuses pressions, on va en parler, et quelles pressions. Et enfin aussi, toutes les manœuvres qui peuvent se passer à partir du moment où c'est public. Juste un mot, Frédéric Rouvillois, quel rôle a joué le Conseil constitutionnel là-dedans ? Il a joué un rôle assez ambigu, il faut bien le dire. Il a été, on parle de juge à la manœuvre dans notre livre, pour montrer que, il a toujours poussé finalement, à partir des années 70, dans ce sens-là, c'est-à-dire vers lever de l'anonymat, vers évidemment la levée de l'anonymat, vers un contrôle de plus en plus important exercé par lui-même, et vers effectivement cette république censitaire. Cette quasi-oligarchie qui est maintenant la nôtre. Oui, et alors, justement, parlons de ce suffrage restreint que dénonçait déjà le général de Gaulle, parce que lui, quand il y avait un référendum, il n'était pas du tout obligé de partir, il est parti. Absolument. On se rappelle, en 69. Mais alors, justement, parlons de ça. Les conséquences de cette levée absolue de l'anonymat, les pressions qui s'exercent sur les parrains, entre guillemets, le mercato dont vous parlez, effectivement, des parrains, et aussi les manœuvres, enfin toutes ces manœuvres qui peuvent exister. Ça donne quoi, alors, en fait, précisément ? Justement, je vous disais tout à l'heure que parfois, quand on adopte une loi, un texte juridique, on ne sait pas quelles seront les conséquences. Oui. C'est arrivé très souvent, et même assez récemment. Un exemple, par exemple, c'est en 2000, le passage du septennat au quinquennat, pour la durée du mandat présidentiel. Avec l'élection législative qui suit l'élection présidentielle. On nous disait tout irait bien, ce serait super, la modernisation, etc. Depuis, tout le monde en est revenu et tout le monde sait que c'est catastrophique. Et on se demande comment on va en revenir. Bon, et là, si vous voulez, pour l'histoire des parrainages, en 76, c'est ça. Ça part d'une intention qui, au moins pour certains, n'est pas forcément mauvaise, mais qui va susciter ce que on a décrit, nous, dans notre livre, comme une sorte de malaise permanent dans la démocratie. En tout cas, un malaise qui revient à chaque élection présidentielle. Un malaise qui est en train peut-être de se transformer en scandale ces jours-ci, puisque finalement, à quelques jours, on ne sait pas. Non mais, pardon, juste il y a encore quelques jours, on est à presque un mois et demi des élections. On est à la clôture des parrainages à même pas 15 jours, et il y avait 3 candidats qui représentent dans les intentions de vote, je dis bien dans les intentions de vote selon les sondages, 40% des intentions de vote, à savoir Mélenchon, Le Pen et Zemmour, qui ne savaient pas encore il y a quelques jours, et pour certains qui ne savent pas encore, à l'heure où nous parlons, s'ils auront leurs 500 parrainages. Voilà, c'est ça. En fait, pendant très longtemps, on a essayé de rassurer les gens.
en disant non, en réalité il n'y a pas de problème, ils finissent toujours par les avoir, ils font les victimes, etc. C'est un peu ce que disent même encore certains médias à l'heure actuelle. Alors qu'en réalité, on sait très bien, enfin pour les gens qui connaissent la réalité des choses, que il n'en aura pas ainsi. Au cours de l'histoire de la Ve République, d'assez nombreuses personnalités importantes, notamment des ministres importants, connus, etc. Villepin, Pasqua, Ramayad, Marie-France Garot, etc. À l'époque. Elle n'était pas ministre, mais effectivement, il y a un nombre important donc d'hommes politiques, représentant des vrais courants de l'opinion, qui n'ont pas pu, qui ont été bloqués effectivement à 350, 400, 450. Alors que en même temps, des cheminades, par exemple, qui représentent 0,01% des votes, a pu être candidat à 3 reprises. Donc voilà, c'est clairement un truc qui ne marche pas, un malaise dans la démocratie, et des choses qui, effectivement, on a fait le parallèle tout à l'heure entre le secret du vote et le secret des parrainages. Et oui. Chaque auditeur de Sud Radio et chaque électeur sait très bien que si son vote n'était pas secret, il serait différent. Voilà, on voterait pas de la même manière. Marqué par les pressions. Voilà. Il aurait si on pouvait, s'il n'y avait pas d'isoloir et s'il n'y avait pas d'enveloppe pour mettre le bulletin de vote, si on mettait directement le bulletin de vote dans l'urne au vu et au su de tout le monde, on voterait différemment. Et là, c'est la même chose. On sait très bien donc pourquoi le secret du vote existe, pour garantir finalement la liberté, pour garantir l'égalité, l'équité, etc. Et ce n'est pas vrai pour les parrains. Et c'est pas vrai pour les parrains. Voilà. Alors que c'est tout à fait la même chose. Donc pression pour les subventions de la part des communautés de communes, peut-être des préfets. Enfin, on ne dit pas que tout le monde est là-dedans. Enfin, moi, je suis très frappé quand même, Frédéric Auvillois. Il y a 40 000 élus en France qui sont susceptibles d'être parrains. Là-dessus, il y a quelques centaines, un millier, 2000, 3000. Les autres, pas de question de parrainer qui que ce soit. C'est comme ça. Oui, mais enfin, si vous voulez, le problème, c'est l'un des aspects du problème. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a des candidats qui sentent le soufre, on va dire, on sait lesquels, et qu'il n'est pas question de parrainer, parce que si on les parraine, on sait très bien ce qui va se passer. Moi, j'habitais dans un petit village près de Rouen, et le maire de ce village qui était d'une vieille famille d'agriculteurs du coin, qui était maire depuis longtemps, avait donné sa voix à l'époque à Jean-Marie Le Pen, lui-même n'étant pas du tout membre du Front National, etc. Et le résultat, c'est que il a été les membres du conseil municipal lui ont fait la gueule. Il était désigné dans la rue comme un paria. Il a évidemment pas été réélu. Enfin bref, sa vie politique, mais c'est aussi sa vie sociale, a été complètement bouleversée par ça. Alors même qu'il n'était pas, et qu'il rappelait aux uns et aux autres qu'il n'était pas du Front National. Donc voilà, et on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Lorsque le maire de Cannes, si vous voulez, décide David Lisnard de donner son parrainage à Mélenchon, oui, effectivement, vous voyez, c'est moins risqué que de donner à Zemmour. Oui, c'est vrai. En même temps, il l'a fait, au moins il l'a fait. Oui, si on veut. C'est moins risqué, on est bien d'accord. Juste un mot, pour finir, encore une fois, c'est très intéressant de rappeler ça. Et je crois qu'on peut parler de scandale démocratique quand même, franchement. Oui, c'est clair. Parce que donc les élections et les candidats dépendent de choix d'un certain nombre de gens. Et ce choix, je ne dis pas qu'il est truqué, mais il est obéré par un certain nombre de pressions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, juste Frédéric Auvillois, le professeur de droit que vous êtes, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que, au lieu de ce système qui montre à l'évidence ses limites, est-ce que, par exemple, si, je ne sais pas, 200 000, 300 000, si un candidat obtenait de 200 000, 300 000 ou 500 000, je ne sais pas, signature de citoyens, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est une alternative, à votre avis, ou pas? Oui, alors c'est une alternative qui est parfaitement crédible, qui a d'ailleurs été proposée assez récemment par Mélenchon et la France Insoumise, qui auparavant avait été développée de manière très intéressante d'ailleurs par Lionel Jospin en 2012, dans une commission qui réfléchissait sur l'évolution du système politique. Mais pas la peine d'aller jusqu'à 500 000, 100 000 parrainages citoyens suffiraient largement effectivement à
éviter les deux gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire des micro-candidats qui passent entre les mailles du filet et des gros candidats qui par contre sont bloqués. Et ça, c'est évidemment le scandale démocratique numéro 1, effectivement, de la chose. Mais ceci dit, il y a une autre solution qui serait presque encore plus simple. Ce serait soit de revenir éventuellement à la situation d'avant 76, moins de parrains et anonymes, et même en coupant la poire en deux, gardons les 500 si vous voulez absolument les garder. Retrouvons la ligne. Voilà, absolument. Comme le secret du vote. Ouais, merci Frédéric Rouvillois. En tout cas, pas de secret pour ce livre. Lisez-le, vraiment. Ça vous instruira. Les parrainages. Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois, à la Nouvelle Librairie. Et c'est un autre Christophe qui va vous remplacer, Frédéric Rouvillois. C'est Christophe Barbier qui est l'invité de Céline Alonso et André Berkoff pour parler de la recherche du héros perdu. Qui de mieux que Corneille et Racine pour nous dire si nos héros modernes engagés dans la bataille du pouvoir sont faits de cette étoffe.